Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous pour le 39e épisode de Lift Talk, toujours en compagnie du gros Victor, le gros Victor qui est en train de marcher dans son magnifique parc floral, l'ami de la nature. Victor, comment tu vas? Comment ça se passe la prépa, j'allais dire finale rep, mais non, la prépa FNSL France. Explique-nous tout ça. Eh bien, ça se passe plutôt bien. J'ai réussi à bien dissiper la fatigue de la fin de prépa pour finale rep et puis de la compétition en elle-même. Là, je me sens bien reposé. Bon, en même temps, on est quand même quelques semaines après. On est combien là? Au moment de l'enregistrement, 20 octobre, 3 semaines après. On va dire heureusement que je me sens mieux, mais bon, parfois c'est pas le cas, donc tant mieux. Et par contre, membre un petit peu impacté sur l'entraînement parce que douleur à la côte, je m'étais faite sur mon 3ème essai au squat. 3ème essai que j'avais particulièrement forcé, où ma côte, elle s'était pas mal appuyée sur ma ceinture, et du coup, j'avais entendu un petit crack, etc. Donc là, sur les mouvements du quotidien, j'ai absolument zéro douleur, vraiment 0 sur 10. Je peux me tordre un peu dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand je mets la ceinture, quand je descends en bas du squat, alors quand je la mets en elle-même, ça va. Mais quand je descends, que je m'accroupis avec, et là, je sens qu'elle m'appuie sur la côte et que ça me gêne quand même de manière assez importante. Et du coup, pas possibilité pour l'instant de faire du squat avec ceinture. Hier, j'en ai fait à la Smith Machine en high bar en faisant une pause en bas avec une ceinture. Et là, j'ai réussi à en faire, mais ça restait quand même assez gênant. Donc petit à petit, j'essaye de réintégrer la ceinture pour me recréer aussi l'habitude. Parce que vu que j'ai pas mal sur les mouvements du quotidien, je pense que c'est aussi tout simplement le fait de me réhabituer un peu à la ceinture, un peu comme on fait pour tout en fait. C'est recréer l'exposition à la fonction, en quelque sorte, on va dire, qui est lésée, pour s'y réhabituer et regagner de la capacité dedans. Donc j'applique un petit peu la même logique. Et du coup, membre sup, je me sens bien, je progresse bien. Et membre inf, écoute, j'espère que ça va revenir suffisamment vite pour pouvoir faire un truc sympathique au squat je fais comme toi, à la FNSL. Et toi, mon gros, comment ça se passe sportivement, les entraînements? Bah moi, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Les deux grosses perles. Ouais, là en plus, je viens de tomber malade là un petit peu. J'ai l'impression Les excuses. que tout le monde tombe malade en ce moment. Mais non, c'est pas la folie parce que je suis pas focus extrêmement sur l'entraînement. Je suis plutôt focus dans le développement de mon activité. Et du coup, c'est un peu moins bon. Et puis la forme est un petit peu moins là, étant donné que je travaille énormément. Donc voilà, c'est pas fou. Et justement, je le dis ici parce que je sais pas si je ferai une vidéo. Alors, je le dirai sûrement dans une vidéo YouTube, hein, mais je ne participerai pas au championnat de France cette année. Tu m'entends, Victor? J'entends très bien. Ok. Je vais pas faire le mec surpris, je savais. Qu'est-ce que t'attendais une réaction? Non, Oh non, non, parce que pas je toi. t'entendais absolument plus. Comment ça, tu participes plus? Comment ça? Enfoiré. Non, ouais, donc, et parce que également, en fait, il y a plusieurs choses qui me font converger sur cette décision-là. C'est qu'aussi, j'ai pas mal d'athlètes qui risquent de faire ces France là cette année. Et ne serait-ce que sur la journée de samedi, j'ai au moins 4-5 athlètes. Je me vois mal gérer le match toute la journée du samedi et me pointer le dimanche. Je serais pas du tout frais. On va dire, je préfère m'impliquer pour résumer beaucoup plus dans mon rôle de coach là cette année qu'athlète. Je pense que d'ailleurs c'est quand même assez complexe d'être très bon coach et très bon athlète à la fois.
surtout quand tu fais des compètes et que tu dois coacher des gens en même temps, quoi. Donc voilà pour ça. Et puis, Il me vient, il me vient une question quand même que je trouve intéressante par rapport à ce que tu viens de dire. C'est dans quelle mesure il est possible de, en gros, faire plusieurs choses à la fois, dans le sens progresser, s'entraîner convenablement, mettre toutes les chances de son côté, bien récupérer, etc. Et pouvoir justement faire prospérer son activité, avoir du temps pour ses coachings, etc. Je me demande un peu dans quelle mesure justement, et c'est possible de faire les deux. Ça me fait me poser cette question. moi, en fait, ma vision, en tout cas, hein, ça tient qu'à moi. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, faut prioriser. C'est comme, voilà, faut miser sur le truc qui te rapporte le plus, mais sous tous les angles. Et moi, je ne pense pas que le fait, déjà, moi, c'est ce que je disais à Enzo l'autre fois. Je disais ça, Enzo, tu vois, toi, Enzo, t'es au début de ta carrière sportive. Moi, je suis à la fin. Je peux gratter encore un tout petit peu, etc. Mais ça va être complètement dérisoire par rapport à l'énergie qu'il va falloir que je mette dedans. Alors que par contre, mettre beaucoup d'énergie, ce que je peux encore, parce que je suis encore quand même plutôt jeune et encore bien en forme pour ça, mettre toute mon énergie dans mon activité professionnelle, ça sera beaucoup plus enrichissant et les retours sont beaucoup plus importants que, entre parenthèses, dans ma carrière sportive. Donc, c'est pour ça que je mise là-dessus. Et je pense vraiment, si toi, en gros, tu es entrepreneur et que tu as vraiment une envie d'expansion de ton activité, etc., pendant un certain temps, il va falloir que tu fasses des compromis et tu vas pouvoir en faire, tu vas pouvoir allier les deux, etc. Et après, je pense que vraiment, on va falloir mettre le focus sur l'une des deux choses. Mais moi, je pense que à part si tu as un staff qui est hyper important et que tu es arrivé à un niveau, on va dire, de ton activité qui fait que tu peux vachement déléguer sur pas mal de trucs et tout. Là, tu peux avoir un focus important sportivement. Sinon, bah non, va falloir que tu fasses des choix, c'est sûr, quoi. Ouais. Mais du coup, alors, la question, c'est devenu une interview. Est-ce que tu t'entraînes pour ne pas progresser? C'est ça que tu me dis? Alors, non, je dirais pas ça comme ça, mais je m'entraîne euh, dans l'espoir de progresser, mais en toute objectivité, plutôt pour maintenir que pour progresser. Pas parce que j'ai un programme qui est orienté dans la stagnation ou dans la conservation. C'est pas du tout ça. C'est tout, il y a toujours un objectif de progression, mais les facteurs externes sont pas tous au vert et sont pas tous orientés là-dessus. Et à un moment donné de ta pratique, si t'as pas tout ton focus là-dessus, ou une grosse majorité, voilà, ça va être compliqué de progresser. Et là, c'est exactement le cas, quoi. Allô, Victor? Ouais, ouais, je t'entends, hein, vas-y, hein. Je disais, la phrase qui est relativement vraie, c'est quand on court de lièvre, à la fois on attrape aucun. Donc c'est vrai qu'à vouloir tout faire, parfois on se perd un petit peu. Même si moi je trouve qu'il y a une certaine, l'entraînement, même en y mettant beaucoup de soi, on va dire, crée un certain équilibre. Parce que finalement, l'entraînement, voilà, quand on s'entraîne beaucoup, on peut dire qu'on s'entraîne aller entre 2 et 3 heures, 5 fois par semaine. Donc c'est vrai que ça fait un temps quand même conséquent, mais si on y réfléchit, ça laisse quand même, si on s'organise bien, beaucoup de temps le reste de la journée. Et après, bon, il y a toujours aussi le fait de pouvoir bien récupérer. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps le reste de la journée, mais si ça nous fait nous coucher très tard, ou si aussi on y pense tout le temps, et que du coup on est très obsédé par ça et qu'on dort pas hyper bien, ou que sais-je, c'est vrai que ça influe aussi dans une certaine mesure. Donc après, bon, c'est toujours une question de bien s'organiser, et c'est pas évident. D'ailleurs, moi, ça me fait penser anecdotiquement. Il y avait un moment où j'avais vraiment augmenté ma productivité.
Et ma technique, c'était avant de commencer un truc un peu classique, enfin la veille au soir plutôt, je faisais pour le lendemain une liste de choses à faire, mais pas simplement une liste, parce que c'est un peu bateau de faire une liste, même si c'est déjà pas mal. Je faisais aussi un timing dans lequel je devais faire les choses. Donc moi, ça me permettait d'avoir. Sinon, en fait, la première chose, tu l'as fait en 2 heures, alors que tu auras pu la faire en 1h30, du coup, tu perds 30 minutes. La deuxième chose, tu l'as fait en 1 heure, alors que tu aurais pu la faire en même pas 3/4 d'heure. Et du coup, à chaque fois, tu perds du temps. Donc, déjà, de se fixer à chaque fois un temps maximal pour chaque tâche, c'était pas mal. Et après, le truc, c'est que du coup, tu as certes le temps que tu t'es prédéfini, mais après, il y a le truc de le réaliser dans ce temps-là. Parce que tu peux toujours regarder un petit peu autour de toi, te déconcentrer, machin, et finir par quand même mettre beaucoup plus de temps. Du coup, finir par ne pas faire certaines tâches que tu t'étais prévues. Du coup, moi, la stratégie ultime que j'avais employée, c'était par dizaines de minutes de retard à une tâche que j'avais prévue pour un horaire, et moi, je devais faire 10 burpees. Donc, en gros, si j'avais 10 minutes de retard, je vais faire 10 burpees. Si j'avais 19 minutes de retard, je vais toujours faire 10 burpees. Par contre, à partir de 20 minutes, je devais en faire 20, etc., etc. Et du coup, je passais mon temps à faire des putains de burpees, mais j'étais d'une efficacité par contre, parce que mon cerveau, il réfléchissait à toute allure pour pouvoir faire les choses hyper efficacement. J'étais pas du tout à regarder autour de moi à rien foutre. Mais le problème, c'est que je faisais tellement de burpees, parce que je me planifiais les trucs, c'était toujours un peu ric-rac en termes de timing, et je me retrouvais toujours à en faire par-ci par-là. Et du coup, en fait, ça m'avait flingué les cuisses, et mon squat, il morflait de fou, quoi. Donc finalement, c'est vrai que l'hyper-productivité, quand on veut vraiment se mettre à fond dans un truc, et qu'on utilise donc certains moyens pour, donc là, bon, c'est celui-ci que j'ai employé, mais ça pouvait être d'autres, et c'est vrai qu'on finit toujours par taper un peu dans... C'est toujours une jauge, et dès qu'on puise de la jauge pour un truc, et il en reste moins pour le reste, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu m'entends bien, Victor? Ouais, Ouais, ça coupe des fois. Désolé encore, on a un petit problème de tu vois. connexion. J'espère qu'on t'entendra bien dans le truc final. Donc là, aujourd'hui, j'embraye sur le premier sujet du jour. Euh, c'est est-ce que remplir sa catégorie en street lifting, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Et Victor, est-ce que tu veux commencer à développer le sujet? Est-ce que tu m'entends, Victor? Eh ah, tu dois pas bien m'entendre. Ouais, si, je t'entends bien là, c'est bon. Ah bon. Bon, donc, je disais, c'est un sujet qui est très intéressant parce que le sujet de la catégorie de poids, c'est toujours quelque chose qui est abordé dans les sports à la catégorie de poids, tout simplement. Et l'objectif, c'est systématiquement de faire un poids X et d'être dans une catégorie X moins, je sais pas, 3, 4, en gros. De toujours chercher à perdre du poids avant la catégorie. Donc, en gros, d'être à l'extrémité de la catégorie. Et du coup, si on n'est pas à l'extrémité, parce que on est dans le début de sa carrière sportive, qu'on est un peu entre deux et qu'on sait qu'on va prendre du poids parce que on va progresser, etc. Et du coup, on se laisse être dans la catégorie supérieure. Donc ça déjà, c'est une bonne démarche. Et ensuite, du coup, il y a cette réflexion de se dire, ok, je vais un peu volontairement forcer la prise de poids pour me permettre de, comme tu as dit, remplir la catégorie, atteindre le plein potentiel, parce qu'on sous-entend que si on est plus lourd, si on est plus haut dans la catégorie, on va en bénéficier. Et du coup, là, la question que tu soulèves, c'est est-ce que c'est vrai? Et c'est une très bonne question. Sans power, moi, ça, je vois que ça, des mecs qui font du power et qui ont exactement ce raisonnement-là de se dire, ok, je suis, je sais pas, typiquement là, qui va se reconnaître, qui écoute le podcast à chaque fois, mais en moins de 93, je pars de, je sais pas, 87, 88 kilos et, et je vais chercher à prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids, parfois plus vite que la musique, on va dire, et du coup, prendre du gras. Et donc, dans quelle mesure c'est intéressant? C'est à nuancer. Et d'autant plus donc pour le street, où le poids de corps il va rentrer en jeu. Je pense que tu es pas mal de mon avis, mon gros Marco. Qu'est-ce que t'en dis, toi, un petit peu d'ailleurs, pour un athlète qui est un peu dans ce cas de figure-là, qui se dit, moi, je fais 88 kilos, j'ai pas envie d'être en moins de 87, je vais être en moins de 94, et du coup, je vais manger comme un cochon, comme ça, je vais être super fort pour aller remplir ma caté. Bah, je dirais bon courage pour les muscle-up. Déjà, voilà.
déjà en premier lieu. Après, en fait, il faut toujours peser le pour et le contre et voir aussi où vous vous situez au démarrage. Si par exemple, je sais pas, vous êtes en moins de 94, vous faites 91 kilos, bah effectivement, peut-être que ça peut être intéressant en fonction de votre composition corporelle de prendre par exemple 3 voire 4 kilos supplémentaires, même si vous dépassez la KT enfin, hors compétition, parce que ça peut avoir un impact positif sur les poussées, notamment bah, tout ce qui est squat, ça va vous aider forcément. Mais après aussi, faut voir comment vous réagissez sur Muscle Up et traction. Et souvent, bah, le mouvement qui en pâtit le plus de cette prise de poids, c'est le Muscle Up. On le sent même à l'entraînement, que 500 grammes, 1 kilo de pris, ça rajoute déjà une sensation de lourdeur supplémentaire. Donc, faut vraiment jauger le truc. Après, moi, je suis toujours dans l'optique et bah tiens, c'est Alexandre qui me posait la question. Alexandre, il va être content s'il nous écoute. Petite dédicace qui me disait, ouais, faut que je remplisse la KT, etc. Et moi, je lui disais, ben écoute, pourquoi pas? Mais enfin, essaye de faire une prise de poids progressive, assez lente, un truc vraiment qualitatif. Parce que là, en plus, tu es au début de ta pratique, tu es encore un débutant. Tu vas pouvoir comment augmenter ta masse musculaire, améliorer ta composition corporelle sans forcément prendre du poids. Et si on voit qu'à un moment donné, vraiment, voilà, ça se complique la progression sur le squat ou les dips notamment, et bah, peut-être essayer de prendre à ce moment-là un petit peu plus de poids. Mais bon, voilà, souvent, en fait, à part si vous avez des taux de masse grasse qui sont archi bas, c'est pas ce qui paye le plus. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Victor. Oui, bah moi de toute façon, ma mentalité, c'est un peu celle que tu as décrite. Après, bon, moi j'aime bien faire le distinguo un peu entre power et street, parce que même si en power on bénéficie donc de se larcifier un petit peu, on va dire, et ben je suis quand même dans la façon de voir les choses de, pour moi il faut rester un athlète quand même relativement propre, relativement sec, parce que justement bah, ça va permettre de être plus qualitatif, on va dire, dans la catégorie, même si à moyen terme, vu que les KT elles sont très amples, typiquement si je suis un peu récent, on va dire, la musculation, que je me mets au power et tout, que je fais 85-86 kilos, bon bah déjà, il ne faut pas se dire que je vais aller en 83, parce que à QT, ça va être une horreur, parce que je suis déjà au-dessus et que je vais prendre en plus en masse. Et du coup, bah après, vu que les KT sont très amples, il y a 10 kilos d'écart pour aller en 93, et ben du coup, l'idée après de se dire, ouais, je vais du coup bah, manger comme un fou, etc. Pas forcément manger, on va dire, suffisamment à ma faim et tout, pourquoi pas, je suis assez d'accord. Peut-être faire un peu moins attention qu'en street à vraiment être ultra dans le calcul, etc. Mais se laisser, on va dire, bien vivre en ayant une dépense à côté, machin, marcher, etc. Notamment, même ne serait-ce que pour l'aspect santé. Et après, une fois que j'arrive proche des 93 ou à 93, et ben là, j'essaie d'entamer peut-être une petite recomposition corporelle, parce que là, pour le coup, le power, c'est vraiment c'est bah, le squat en partie, mais vraiment que des exercices où le poids de corps, au-delà de la masse musculaire, le poids de corps dans l'absolu aide vraiment. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'être plus lourd dans l'absolu et après de recomposer une fois qu'on a atteint le niveau en question pour bah, justement rester dans la MKT, mais être encore plus efficient, avoir vraiment pas du gras, parce que c'est pas le gras qui soulève la charge, c'est vraiment le muscle qui se contracte, même si être gras dans une certaine mesure, ça aide à être plus compact, etc., à remplir la ceinture tout, qui sont des aspects mécaniques qui vont aider. Donc, bref, et pour l'aspect donc street, et ben globalement, j'ai un peu la démarche que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que là pour le coup, ne pas avoir peur de pas du tout remplir une KT, même ça peut être une strat que toi-même t'employais d'ailleurs, d'être assez bas dans la KT dans laquelle tu es. Et si tu es fort sur le squat proportionnellement à ton niveau, bah ça peut te permettre de quand même être très compétitif. Et après, à terme, dans le temps, on va dire, et ben faire des cycles un petit peu comme tu as dit, en fonction de OK, je vois qu'au muscle-up et aux tractions, au tirage, en gros, dans l'ensemble, et ben, je suis déjà plutôt optimisé et j'ai été chercher ce que j'avais à chercher. Et que par contre, aux dips et aux squats,
j'ai une marge de progression qui est plus importante, j'ai de la marge dans ma KT, je peux peut-être me laisser prendre un peu de poids, essayer de progresser dans une certaine mesure sur le tirage, mais du coup progresser, mais finalement en fait maintenir les mêmes performances, même si dans l'absolu, vu que je serai plus lourd, la charge que je soulèverai, elle sera plus importante. Les performances en elles-mêmes, c'est-à-dire le lest, ils resteront similaires, donc je stagnerai en quelque sorte, peut-être je régresserai légèrement sur le tirage, mais par contre, vu que j'ai déjà optimisé pas mal le tirage, j'ai un pourcentage en plus à aller gratter qui est plus important sur la poussée, et du coup j'en bénéficierai pas mal. C'est toujours un peu le débat de soit ceux qui disent oui, non, ça sert à rien de travailler les points faibles, il faut optimiser les points forts, parce que les points forts c'est les trucs pour lesquels tu es fait, et du coup il faut pas aller contre la nature, il faut pousser au max dans ce que tu es fait pour. Alors que si tu es ok, c'est un point fort, mais tu es déjà à 95% d'optimisation et que tu n'as que 5% de marge de manœuvre et que tu vas devoir en chier pour les gagner, les 5%, versus tu es à, je sais pas, à 70-80%, et même si c'est 70-80% d'un truc qui est plus faible dans l'absolu, c'est toujours une marge de manœuvre qui est plus ample, donc qui est plus simple à aller chercher, jusqu'à ce que tu arrives à nouveau vers ces 95%, où les 5 derniers pourcents, généralement, tu les grappilles en chiant pas mal, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, tu disais en fait un truc ouais, qui est intéressant, c'est que pour certains, effectivement, le fait d'être au pied de la KT ou voilà, loin en fait de remplir votre catégorie de poids, surtout chez les poids lourds, encore plus, par exemple, je pense à la KT plus de 104 kilos. euh, Là, du coup, je pense que c'est vraiment intéressant de venir à 104,00, tu vois, que d'être à plus, quoi. Donc voilà, et puis même dans les moins de 104 kilos, si comme moi, vous êtes aux alentours de, allez, 96, 97, c'est vraiment pas nécessaire. Vous allez vous tirer une balle dans le pied de prendre plus, à part si vous êtes... et là peut-être, tu vois, pour le coup, ça serait peut-être gagnant si vous êtes déjà assez fort au muscle-up, vous dire, bon, allez, peut-être que je vais perdre 5 kilos, par exemple, sur le muscle-up, mais peut-être que je vais en gagner 15 sur le squat, par exemple. Ouais, bien Ça, sûr, ouais. Ouais, c'est ce ça, que je disais. voilà, ça peut être intéressant. Et après, moi, je trouve quand même dans les KT en dessous des moins de 94, c'est déjà beaucoup moins le cas. Je pense que vraiment essayer d'optimiser votre composition corporelle. Et bon, ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais je suis pas du tout un fan des cuts, surtout pour les sports de force. Euh, Il y a plein de gens, des champions, des gens très doués, peut-être des gens aussi chargés de bonnes intentions qui promulguent ce genre de truc. Mais franchement, mais faites une cut juste comme ça pour voir à l'entraînement. Vous allez voir le lendemain si vous êtes performant et ça m'étonnerait, mais vraiment. Enfin, moi, je sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à être performants parce que les gens, après, ils arrivent, tu vois, ils sont complètement pétés à la pesée. Ils se réhydratent, ils rebouffent, etc. Ils se réalimentent et voilà, direct, ils ont un gain d'énergie. C'est instantané, tu vois, mais enfin, la plupart des gens, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, toi, si tu penses qu'en quelques heures comme ça, on peut faire basculer un état de forme, en fait. Ça dépend toujours de comment dire, déjà du pourcentage de ton poids de corps que tu as perdu. Généralement, on dit que pour une cut, water cut, etc., pour des pertes de poids en gros sur du très court terme, pour remplir, enfin pour quitter une KT plutôt, ça ne doit pas excéder quelque chose comme, je sais plus le chiffre, je crois que c'est genre 5% du poids de corps. Donc c'est un truc qui est quand même faible. Je crois que c'est 5%, le chiffre qui est dedans en général. Donc pour un mec de 80 kilos, ça représenterait de ne pas perdre plus de 4 kilos, je crois, si je fais le calcul pas trop comme un débile. Et ça veut dire quelque chose quand même d'assez ample, sans que ce soit non plus, parce que moi je vois des mecs, donc en power par exemple, qui sont en des petites KT, 66, 74 et tout, et les mecs, ils perdent 7-8 kilos. Donc là, on est sur plus de 10% du poids de corps. Donc là, c'est vraiment, c'est au-delà que dans l'absolu, ce soit un chiffre qui soit important. En plus, de manière, enfin,
comment dire, dans le contexte de l'individu, ça représente un pourcentage qui est vraiment élevé de son poids de corps. Donc forcément, c'est dur à tenir. Et l'impact que tu vas avoir sur ta sensation sous les barres et tout, elle en sera que d'autant plus importante. Donc c'est sûr que en termes de gestion du poids, c'est pas la stratégie la plus intéressante. Parfois, peut-être mieux vaut être un peu moins compétitif, mais au moins pas chier ta compète le jour J, parce que t'as foiré ta cut, etc., ou parce que simplement t'es allé trop fort. Mais moi, par exemple, tu vois, pour final rep, je faisais 82 le matin de la pesée, et j'avais fait des saunas et tout, machin, et j'avais perdu donc 2 kilos et quelques. Je faisais, je sais plus, 79,7 je crois, et je faisais peut-être un peu plus que 82, je me rappelle plus. Donc j'ai perdu, voilà, on va dire 2,5 kg pour faire simple. Et après, voilà, ça dépend aussi du timing avec la pesée. Moi, la pesée, c'est la veille. Donc ça, pareil, ça aide quand même, mine de rien, parce que euh, quand la pesée est la veille, tu as forcément plus de temps pour refeed, te réhydrater et tout. Donc ça aide pas mal. Après, si on prend par exemple le cas des compètes FNSL, les différentes compétitions, et moi généralement, tu es pesé le matin très tôt, donc le jour même. Sauf que tu vas avoir les muscle-up en premier, tractions qui suivent, tu vas avoir généralement des écarts de temps qui sont assez importants. Donc finalement, si tu rebois un petit peu, machin, suffisamment pour te réhydrater, et généralement ça va pas mal te remplir l'estomac, tu n'auras pas tant faim que ça. Donc tu restes quand même relativement léger, c'est pas mal pour traction, pour muscle-up. Traction, tu commences peut-être un petit peu plus à remanger pour vraiment regagner en énergie. Ça reste correct, on va dire. Ça t'impacte peut-être pas trop normalement sur la performance. Et après, tu as généralement une pause entre les tractions et les dips. Du coup, entre les tractions et les dips, sur cette pause-là, tu manges un petit peu plus. Les dips, tu bénéficies pareil de ce regain d'énergie. Tu es beaucoup moins impacté par le fait d'avoir repris du poids. Et en même temps, tu n'es pas gêné au niveau du ventre. Parce que c'est pas un mouvement comme le squat. Tu as ta ceinture, ton gainage, machin, qui va être. Tu n'as pas de contrainte verticale, enfin de compression plutôt. Donc ça fait que finalement, ça t'impacte pas trop d'avoir mangé peut-être un petit peu plus. Et comme ça, tu manges pas jusqu'au squat, mais tu as bien mangé normalement tout le long de la journée. Et vu qu'il s'est passé franchement facile, je sais pas, 6-7 heures entre la pesée et ton dernier essai au squat, et finalement, t'es pas trop gêné, t'es pas trop impacté par ta perte de poids, à condition, comme j'ai dit, qu'elle excède pas 5% du poids de corps, qu'elle soit pas trop importante et qu'elle soit bien gérée sur tous les aspects de réhydratation, de refeed et tout. Ok. Et c'est Donc bien. c'était pas mal pour ce sujet-là. Quel est le Exactement. sujet suivant déjà? Le sujet suivant, c'est comment bien faire sa pause au Ah squat oui. et au dips. Et d'ailleurs, alors ça, purée, mais c'est un truc, je me bats tous les jours pour ça avec mes élèves. Non, mais non, je me bats pas, mais je veux dire, j'insiste là-dessus vraiment lourdement. Et justement, j'ai une question à te poser, mon cher Victor. Est-ce que il vaut pas mieux faire une pause peut-être un petit peu plus longue, enfin un petit peu plus appuyée et prendre moins lourd, ou prendre un petit peu plus lourd à avoir une pause un petit peu moins présente? Comment tu vois les choses là-dessus, mon cher Victor? Ah ça c'est un truc dont on a déjà parlé sur les variations, qui est très important, c'est que une variation, donc une modification d'un mouvement de compétition, ça va avoir différents intérêts. Tu vas vouloir la programmer pour une raison particulière. C'est-à-dire que du posé, ça peut venir solutionner plein de trucs à la fois. Et toi, admettons, le mec, il a un problème en particulier et c'est pour ça que tu vas lui mettre du posé. Donc déjà, tu vas lui dire, c'est pour régler ce problème-là. Comme ça, il va pouvoir avoir ce travail, lui, en plus que la pause en elle-même, normalement, elle soit censée l'aider, de se dire, OK, ça me sert à travailler ça spécifiquement. Donc je vais me concentrer en plus là-dessus, etc. Donc ça va avoir ce double travail. Tu vas avoir un peu le travail direct de la pause, elle va corriger le truc. Et en plus de moi, j'y pense parce que je sais que j'ai la pause, bref, machin, etc. Donc ça veut dire que si déjà de base, je fais la pause pas bien, et du coup, je nique tout le travail. Et que si je mets trop lourd, pareil, ça va être donc ça va être le truc qui va causer le fait que je vais mal faire la pause parce que je sais que sinon, je sais pas, soit je vais trop exploser en termes de RPE, soit je vais peut-être carrément rater ce qui était prévu parce que si j'appuie bien la pause comme c'est demandé, je vais simplement pas réussir parce que la charge est trop lourde. Et du coup, c'est l'importance
systématiquement de faire une variation avec des pourcentages pas trop élevés, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui, en termes de programmation, aiment bien monter proche du max en posé, genre comme stratégie, tu sais, je sais pas, tu as ton RM, on va donner des chiffres, on s'en fout, on va faire avec des pourcentages, mais tu as ton max voilà, au dips qui est de X, et tu vas chercher à monter en dips posé sur un bloc sur une single, donc sur un format comparable au 1RM, sur X moins, je sais pas, 5, moins 10, voilà, proche, sur les intensités vraiment très importantes. Et tu te diras que, ok, vu que je suis monté proche de mon max, que je l'ai challengé quasiment avec la variation, bah, quand je vais enlever la variation, et bah, je vais être plus fort. C'est comme si, tu sais, c'est le truc un petit peu de Rock Lee, pour ceux qui ont la ref, qui se bat contre Gara, et bah, il enlève les poids qu'il a au cheville, et du coup, bah, d'un seul coup, il arrive à aller beaucoup plus vite, et le combat est beaucoup plus facile. Et bah, le truc, c'est que Rock Lee, à la fin, il perd quand même. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est attention, ce qui se passe, c'est que si vous faites ça, que vous mettez des intensités trop hautes sur des formats proches du RM comme ça, ou même sur des formats pas forcément x1, peu importe, et que vous montez sur des intensités hautes, et ben en fait, vous allez réorganiser votre schéma pour faire des dips posés où vous serez fort. Vos dips posés seront vos dips comp. Et du coup, quand vous ferez du comp, vous serez moins fort que quand vous faisiez du posé. Parce que vous seriez habitué à devenir fort sur ce schéma-là. Donc bref, pour moi, pour le poser, il faut évidemment appuyer la pause. Il faut avoir une intensité qui est suffisamment basse, entre guillemets, pour pouvoir se concentrer sur l'intention qu'il y a derrière. Et globalement, voilà. Que dirais-tu de ça, Marco? Bah ouais, je te posais la question, mais je connaissais déjà la réponse. Donc, bah écoute, ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ça. Donc, en gros, pour résumer, des fois, essayer de mettre moins lourd, mais plutôt avoir une pause beaucoup plus marquée. Et il y a aussi ce truc de... En fait, moi, il y a deux choses que j'observe aussi. Alors ça, c'est les erreurs fréquentes sur les pauses. Et ça vient pas vraiment, c'est pas volontaire en fait, hein, c'est vraiment, je pense que ça fait partie de l'assimilation de cette variation-là. C'est donc le fait de ne pas être assez compact et vraiment, moi je dis toujours en fait, faut presque que je croie quand tu fais ta pause que j'ai fait bah, justement pause sur la vidéo et que tu sois complètement immobile. Parce qu'il y a souvent les gens qui font les pauses, mais qui continuent malgré tout à descendre un tout petit Oui, peu. oui, oui. Ça joue à Il faut une sorte quelques de tempo. donc ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est pas bon. Et deuxième chose aussi, souvent il y a des gens, alors ils font des bonnes pauses, et en fait ils font un double rebond au Ouais, c'est départ ça, de ouais. la pause. Donc ça aussi, pareil, c'est un truc à corriger. Et des fois, en fait, vous vous en rendez même pas compte en fait que vous faites ça. Et c'est nous, quand on regarde vos vidéos, après, on vous fait la correction. Mais des fois, ça, c'est un peu chiant à corriger. Et justement, toi, tiens, Victor, sur le fait de descendre, tu vois, quelqu'un qui aurait une intention hyper forte sur une pause au dips, je sais pas, tu lui as programmé, allez, en plus, toi, t'aimes bien des dips en 4-2-0, c'est-à-dire 4 secondes d'excentrique, 2 secondes de pause. Et après, bon voilà, vitesse sur la concentrique. Comment tu qualifies, enfin, comment t'expliquerais quelqu'un qui a du mal à justement être complètement immobile malgré son intention de bien faire sur cette pause en bas? Eh ben, ça dépend comment ça se marque. C'est-à-dire que est-ce que une fois qu'il fait son tempo, quand il arrive au moment où il doit faire la pause, il continue un tout petit peu de descendre? Ou est-ce que c'est comme tu as dit, est-ce que une fois qu'il est descendu et qu'il a fait sa pause, eh ben, avant de redémarrer, il vient chercher un rebond en redescendant avant de remonter? Alors C'est là, quel cas de figure? il viendrait justement, il continuerait à descendre un petit peu au ralenti, on va dire, mais à quelques millimètres même, tu vois. Ouais, oui, oui, ce serait infime. Et ben, ce que je lui dirais tout simplement, ce serait de maintenir son gainage, rentrer ses coudes, chercher à forcer la poussée des épaules, fermer le tronc pour vraiment avoir un aspect compact sur le haut du corps et de se filmer tout simplement à chacune des séries. Si jamais c'est des straight sets, je sais pas, c'est
un 4x3, et bah, du coup, de se filmer de la série 1 à la série 4, à chacune des séries pour avoir des feedbacks. Et parce que souvent, comme tu as dit, ils le font pas exprès, hein, ils s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression de pas bouger et ils bougent. Et du coup, bah, tout simplement, il faut qu'ils aient ce truc-là de pouvoir s'en rendre compte en ayant une vue extérieure d'eux. Et le truc, c'est que si c'est que à la dernière série qu'ils l'ont, et ben, le truc, c'est qu'il faudra qu'ils se redisent à la séance suivante, ok, il faudra que je fasse ça, machin. Sauf que dans la semaine, il y aura eu 4 autres exercices importants où ils auront fait 2 autres erreurs différentes. Et que du coup, s'ils devaient tout penser à chaque fois, ce serait pas terrible. Donc c'est pour ça que c'est important, quand il y a des feedbacks faits par le coach et des demandes de correction, machin, avec des explications et tout, de chercher évidemment à les mettre en place, mais de vous filmer à chaque série et même sur votre chauffe déjà d'avoir l'intention, sur les last warm-up, de commencer à vous filmer également pour pas avoir de mauvaises surprises parce que les séries de chauffe, elles ont vraiment cet intérêt elles sont à des intensités qui sont basses, à la fois en termes de charge pour les premières et à la fois en termes d'intensité perçue, tout simplement parce que vous n'allez pas faire 46 000 reps proches de votre série, de votre charge de travail, sinon vous allez vous pré-fatiguer, c'est plus des séries de chauffe. Et du coup, bah, ce double intérêt de ces séries-là, c'est de pouvoir focus la technique, de pouvoir se concentrer avec une intensité, une charge en tout cas proche de celle qu'on va avoir après, mais sur une intensité faible parce que, bah, enfin faible, moins importante que celle du top 7 ou du straight 7 qu'on aura à faire. Et d'avoir donc cet intérêt de se filmer sur la warm-up, se filmer sur chacune des séries de travail pour corriger après les indications techniques que j'ai mentionnées avant, pour vraiment augmenter l'aspect compact sur le haut du corps. Ok, bah, très bien ça, Victor. Aurais-tu des choses à rajouter, des tips? Ah non, non, bah après, il y a des choses qu'on pourra rajouter, mais elles sont dans la formation DIPS qui devait sortir bah, déjà le mois dernier et qui sortira à la fin du mois de... On est en quoi là? En octobre? C'est Fin du ça. mois d'octobre. Et il y aura une formation, on vous la tease déjà. On n'a même pas commencé à sortir la première, on vous tease la deuxième. Il y aura une formation traction qui sortira avant la fin de l'année. Voilà pour ça. Et attends, pour poursuivre le teasing, parce que du coup, ça me fait envie. La formation DIPS, pour les personnes qui se la procureront sur une période donnée, une courte période de temps, proche du moment de son lancement, eh ben, il y aura un cadeau, une exclusivité, on va dire. Et c'est pas une exclusivité pétée. C'est-à-dire que souvent, c'est un truc, on vous offre un bracelet, non, pas du tout. Là, ce sera un vrai truc. Enfin, quelque chose qui vous aidera vraiment à progresser en plus de la formation. Ça aura comment dire, une résonance avec la formation et ça vous permettra vraiment d'aller encore un peu plus loin et de manière plus précise que la formation en elle-même, qui déjà en elle-même est déjà très complète, mais disons des choses spécifiques à vous, pour faire simple. Exactement. Ouais, il a pas fauté, hein, il a pas dit le truc, hein. Il a pas Alors, lâché une info. et comme j'ai dit, c'est pas un bracelet ou une barre de protéines, hein, c'est pas un truc pourri, quoi. Un vrai Ah, truc qui vous aide. non, non. Et donc, alors, on enchaîne avec peut-être le dernier, le troisième sujet du jour, qui est de bien prendre ses temps de repos en force, en sport de force, en street lifting, en power. Et moi, ça, c'est un truc. Alors, j'ai souvent le cas. C'est des gens qui sont complètement, comment dire, on va dire, étrangers à la force, qui se mettent à la force. Alors, soit ils viennent de la musculation plus classique, mais en général, ils viennent plutôt du street workout. Et en fait, pour eux, bah, c'est un véritable enfer de prendre 5 minutes de repos, des fois, parfois plus. Enfin, dans tous les cas, au début de leur pratique, c'est vraiment un truc qui les surprend et c'est vraiment perçu comme une perte de temps absolue. Et les gens comprennent pas trop pourquoi il faut autant, en fait. Il faille autant de temps. Et je sais que, alors là, tu vas adorer ce sujet parce que tu vas pouvoir développer sur des notions comment scientifiques hyper intéressantes. Donc Victor, vas-y, je te laisse la parole. Bah, alors, de toute façon, déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de récupérer quand on fait ces séries? Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout enchaîner? On a 4 séries de 5 à faire. Je crois que je donne toujours cet exemple de 4 séries de 5, ça me fait rire.
Il n'y a pas que ça qui existe, au cas où, ni dans les faits, ni dans ma tête, mais bon, c'est parce que c'est exemple un peu bateau en force, on va dire. C'est un peu du mi-volume, c'est du volume, du volume, mais faible volume, on va dire. Bref, c'est entre les séries courtes et les séries mi-longues qu'on va avoir sur des gros formats. Et donc, pourquoi est-ce que je ne ferais pas direct mes 20 reps finalement? Eh ben, c'est parce que, évidemment, ma série de 5, la première, elle m'aura pris de l'énergie. Donc, après, si je suis en début de bloc, peut-être que j'arriverai peut-être même à faire les 10 reps à la charge donnée. Donc, entre guillemets, les 2 premières séries d'un seul coup. Mais ce sera une très mauvaise idée. Parce que le but d'un début de bloc, c'est, comme on a dit, voilà, de se focus sur la technique, de rebaisser l'intensité perçue pour que vous puissiez vraiment récupérer et diminuer le stress articulaire, global, etc. Donc, bref, si vous vous exposez, même si la charge n'est pas élevée, à une série avec une intensité haute perçue, parce que vous avez peu de reps de réserve, voire pas de reps de réserve à l'issue, et c'est une grosse connerie. Donc, déjà, ne faites pas ça pour cette simple raison. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a besoin de récupérer. On a besoin de récupérer. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail physiologique non plus de manière trop précise, parce qu'on s'en branle. Mais globalement, voilà, il y a 3 grandes voies métaboliques qui permettent de produire, enfin de resynthétiser la molécule énergétique qu'on va utiliser pour contracter les muscles. Et ces différentes voies métaboliques demandent d'avoir différents substrats à disposition. Et typiquement, dans les sports de force, voilà, on va demander d'avoir pas mal de créatine dans la circulation, dans les muscles, etc., pour pouvoir justement resynthétiser l'ATP. Après, on aura également les glucides et lipides dans une certaine mesure qui seront employables pour resynthétiser l'ATP. Et après, on aura aussi les protéines dans une mesure secondaire, on va dire. Et puis ça va être quelque chose qu'on va chercher à éviter. Et bref, on a tendance à faire un peu l'amalgame de, OK, les sports longs, c'est les lipides énormément qui vont être synthétisés, enfin qui vont être utilisés pour synthétiser l'ATP. Du coup, c'est quand j'ai des récup longs que je vais récupérer mes lipides, machin, etc. Alors que pas du tout. En fait, les stocks d'ATP, ils sont resynthétisés assez rapidement dans une assez grande proportion. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que franchement, je sais pas, je vais dire une connerie, mais pour que vous ayez un ordre de grandeur, en une minute, il y a peut-être genre 70%, j'en sais rien. Donc en gros, en assez peu de temps, il y a un assez gros pourcentage, plus que la moitié, de l'ATP qui est resynthétisé. Sauf que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que, il y a cette première fatigue-là qui est induite par l'effort, c'est-à-dire la capacité à recontracter ses muscles avec force, etc. Mais il y a aussi le système cardiovasculaire, c'est-à-dire que si vous repartez, que vous êtes essoufflé, c'est pas bon non plus. Si vous n'êtes pas parfaitement lucide parce que vous avez une fatigue un peu, on va dire, globale, que vous n'êtes pas hyper lucide parce que la première série, elle vous a un petit peu impacté en termes de concentration et tout, et ben c'est pas terrible non plus. Donc c'est pour ça que déjà, se laisser suffisamment de temps, c'est important. Donc ensuite, resynthétiser l'ATP à 70%, bon, comme j'ai dit, voilà, le chiffre est probablement faux, mais vous avez l'ordre de grandeur en tête, en une minute, et ben on se dit, OK, en une minute, je suis déjà capable de reproduire 70% de l'effort de ce que j'ai fait, sachant qu'il ne m'a pas coûté toute l'énergie que j'avais, donc en gros, je suis largement capable en une minute d'y retourner. Bon, bah déjà, comme j'ai dit, en une minute, il y a des chances que vous soyez essoufflé, et quand bien même vous ne l'êtes pas parce que vous avez un super cardio, et ben 70% de l'ATP que vous avez, enfin, resynthétiser 70% de l'ATP que vous aurez consommé, de la créatine, pardon, et c'est pas du tout suffisant pour produire un effort vraiment qualitatif. Donc là, je parle vraiment pour les gros exercices de comp. Donc ce ne sera pas suffisant quand même sur le papier, ça peut le paraître, pour vraiment, sur le long terme, avoir une capacité à être en pleine possession de ses moyens, de ses ressources. Donc ça, premier aspect, sur l'aspect vraiment purement physique. Et ensuite, ce que je dirais, c'est revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect technique, on va dire. Donc là, que vous soyez sur un début de bloc, un milieu de bloc, une fin de bloc, je vous ai dit de filmer chacune de vos séries. Après, pas forcément toutes les enregistrer, vous pouvez les supprimer au fur et à mesure, mais en tout cas de les filmer chacune. Donc forcément, ça veut dire que je positionne mon téléphone à un endroit stratégique pour pouvoir voir certains points techniques, etc. Je lance la vidéo, je me mets en place, je fais ma série. Par exemple, si c'est des dips, on donne tout le temps l'exemple des dips et du squat, donc on va dire des tractions. Si c'est des tractions, donc je défais ma ceinture, je pose les poids par terre, je stabilise les poids contre le step pour avoir le temps pour pas que ce soit trop dur d'aller les ramasser après. Ensuite, je me redirige vers mon trépied, tac, je reprends mon téléphone, j'arrête la vidéo, je vais regarder, je vais lancer un chrono, déjà, ça peut être pas mal aussi. Ça, vous avez quand même un ordre de grandeur chiffré, et je vais regarder la vidéo sur mon téléphone. Je vais regarder certains points techniques, les points techniques que mon coach, si j'en ai un, m'a mentionné, ou ceux que si je m'auto-coach, je m'étais dit qu'il fallait que je focus. Je vais voir si je les ai bien focus ou pas.
Je vais peut-être regarder la vidéo plusieurs fois parce que je vais déjà la regarder d'un premier œil objectif pour essayer de voir si oui ou non c'est pas mal. Et après, je vais essayer de revoir pour voir si vraiment dans le détail c'est bien, pas bien. Si c'est parce que c'est toujours un continuum, hein, c'est pas oui, non, c'est bien ou c'est pas bien, c'est plus ou moins bien. Et du coup, ok, ça c'est pas mal, tac, ça c'est optimisable. Là, je peux replacer un petit peu, je peux recontracter les abdos, je peux rentrer un peu plus longtemps les coudes parce que je passe trop vite en rotin interne à ce moment-là. Donc après, une fois que j'ai fait ce travail visuel de regarder, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ben maintenant, il faut que je le fasse dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai bien compris visuellement ce qu'il faut que ça fasse, sauf que moi, quand je ferai ma série, je ne pourrais pas me voir. Le miroir, même si je pouvais me voir de face, je n'aurais pas l'angle qu'il faudrait pour voir ce que je veux voir, etc. Ce ne serait pas ce qu'il faut. Bref, le repère, il n'est pas visuel quand vous faites votre série, il est proprioceptif, votre ressenti de votre corps dans l'espace, de vos différents segments. Et donc, il faut que maintenant, je me concentre, et ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes. Et là, c'est vraiment des notions, je vous dis, mais qui sont dictées par l'expérience, entre guillemets. Je vais donc chercher à ressentir les changements que je veux appliquer, comment ça va me faire me ressentir dans l'espace, mon placement et tout. Donc, il y a vraiment ce travail introspectif de visualisation, tout simplement, visualisation dans son esprit, mais aussi vraiment de ressenti de son placement de son corps dans l'espace. Et ensuite seulement, je vais replacer mon téléphone. Si je sens que j'ai bien récupéré, machin, je vais voir où est-ce qu'il en est mon chrono. Généralement, le temps de faire tout ce que je vous ai dit, ça prend au moins 3 minutes 30, 4 minutes. Ensuite, je replace mon téléphone, je le stabilise bien, je cadre, machin. Je lance ma vidéo, je vais me positionner, je vais mettre ma ceinture, je replace bien les poids, je me mets sur le step comme il faut, et là, je me pends à la barre et je repars pour faire une série. Bam, 5 minutes sont passées. C'est le minimum. Sur une série de tractions, de dips, le temps de faire tout ce que je vous ai décrit, c'est le minimum. Donc, ça veut dire que 5 minutes, vraiment, c'est le temps de repos de base pour moi à respecter sur ces exercices-là. Ça ne veut pas dire que sur les autres exercices d'assistance, vous ne pouvez pas prendre moins. Mais pour moi, pour les exercices de comp, squat, traction, dips, muscle-up, c'est ce qu'il faut pour vraiment avoir le temps de récupérer physiologiquement sur les différents critères que je l'ai dit, d'un point de vue cardiovasculaire, sur la régénération de la créatine, qui vous permettra de resynthétiser l'ATP à nouveau et d'être en mesure de vos capacités de produire de la force. Et donc ensuite d'avoir aussi tout ce travail technique de prévision, etc. etc. J'ai fait un long monologue, Marco. Viens-moi en aide, dis d'autres trucs. Non, tu as déjà donné des solutions pour combler ces longs temps de récupération. Donc, je pense que les personnes qui nous écoutent te remercieront pour ça. Franchement, c'est pas mal. Et il y a aussi ce truc de, voilà, j'ai 5 minutes de pause, je vais en profiter pour faire, je sais pas moi, des extensions de poignet, tu vois, par exemple. Ouais, c'est très bien ça, ouais. Ouais. Est-ce que Comme on en a parlé la dernière fois dans le podcast précédent, de faire des petits exercices de réhab qui vont pas trop impacter l'exercice que je fais pour gagner du temps sur mon entraînement et puis en même temps avoir cet aspect prophylactique préhab, réhab, ça c'est super intéressant, ouais. Et alors, moi, je mets un petit peu comment dire, un petit panneau attention à ce genre de truc, c'est que moi, je serais plutôt pour ce genre de choses, mais dans certaines conditions, bien évidemment, si vous faites par exemple des tractions et que vous vous mettez à faire des extensions de flexion de poignet en superset pendant vos temps de récup, bon, ça risque quand même de compliquer les choses sur les tractions, par exemple. Et Carrément. si par exemple vous faites pareil, extension, flexion de poignet, mais que vous faites votre squat, je sais pas, vous êtes en 4e semaine de bloc, ça demande quand même un focus qui est important, une bonne visualisation. Dites-vous aussi que ça peut quand même vachement vous sortir de la série. Donc c'est un truc moi je trouve, ça peut être intéressant de l'utiliser mais dans des cas quand même bien précis. Donc voilà, et puis des exos, bien évidemment, toujours pas trop demandants, pas trop gourmands en termes d'énergie. Des petits trucs de renfort, style ouais, Hellfly ou des choses comme ça peut être bien. Mais ça dépend encore une fois, qu'est-ce que vous faites, à quel stade de votre blog vous êtes. Voilà, il y a des questions de bon sens hein, à se poser par rapport à tout ça.
Ou sinon, bah ouais, t'avais bien résumé tout le mécanisme de régénération des substrats énergétiques pendant vos temps de récup, en fait. Et moi, je l'ai dit, par exemple, peut-être que la personne se reconnaîtra, je lui ai expliqué pourquoi, là, cette semaine, les temps de récup étaient nécessaires, les longs temps de récupération, enfin, entre parenthèses. C'est que bah, si tu prends moins, bah, tu vas pas pouvoir exploiter à 100% ton potentiel de force sur la série suivante. Donc en fait, il est là. Après, il y a toujours ce truc de prendre trop de temps de récupération et par exemple se refroidir, perdre le focus, redescendre, on va dire, un petit peu en nerveusement. Il y a ça, mais ça, je pense qu'il faut prendre des temps de récup qui sont quand même plus longs que 5 minutes. Mais sinon, vous avez vraiment pas à vous poser la question. Là où vous pouvez en revanche prendre des temps de récupération peut-être un petit peu plus courts, bah, c'est tous les exos de prophylaxie, de prévention et éventuellement aussi certains exercices plus typés hypertrophie, assistance, mais des trucs, je sais pas, style par exemple du curl biceps ou des extensions de triceps, je pense à ça. Voilà, tu vois, par exemple, les fentes bulgares, je ne conseillerais pas forcément d'avoir des temps de récupération très courts parce que au niveau du souffle, cardiovasculairement, ça va enfin, voilà, vous impacter négativement pour la série suivante si vous avez trop peu de récup. Mais donc voilà, de toute façon, il faut avoir du bon sens. Faut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Ça, c'est un truc que je me rappelle, c'était Iron Quest qui faisait ça. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui le font. Par exemple, pendant tes temps de récupération, lire un livre ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Victoire? Ah bah moi, j'ai fait énormément pendant que je fais mes récupérations, pendant que je fais mes séances, je fais des retours de programmation, je faisais tous les trucs possibles et imaginables. Genre, je passais aspirateur, je me faisais à manger, je faisais 40 000 trucs en même temps parce que vu que je prenais des gros 10 minutes de repos, entre les séries, du coup, je les occupais comme ça. Je jouais aux fléchettes aussi, je faisais plein de trucs. Ah, ça, c'est pas mal. Et ça, c'est Ouais. pas mal aussi. Et du coup, c'est vrai que en fait, quand tu prends des temps de repos vraiment colossaux, eh ben, ça peut être une stratégie. Mais après, alors attends aussi, ce que je voulais dire, que tu disais qui était hyper intéressant, c'était rebondir là-dessus, c'est ce que j'appellerais le guide du superset. Le superset, c'est un truc qui tantôt est montré comme une solution merveilleuse, magique, miracle, et tantôt est montré comme un truc inutile à jeter complètement et vraiment nul. Et évidemment, comme à chaque fois, enfin quasiment en tout cas, eh ben, la vérité se situe absolument d'aucun des deux côtés, mais plutôt au milieu des deux. C'est-à-dire que là, comme tu as dit, en fait, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'était des supersets. Hein. Même si quand on parle de superset, on Bien ne sûr. s'attend pas à ça. Superset, c'est enfin la vraie définition objectivement de superset d'un point de vue muscu, c'est d'enchaîner deux exercices sans temps de repos qui travaillent des muscles antagonistes, biceps, triceps, pec, dos, quadriceps, ischio, etc., etc. Bon, ensuite, ça a été pas mal étendu à ce qu'en réalité on appelle un biset, c'est-à-dire le fait d'enchaîner deux exercices sans temps de repos, quel qu'il soit, hein, que ce soit sur un même groupe musculaire ou que ce soit pas forcément des antagonistes. Donc là, en réalité, voilà, ce dont tu parlais, c'était des bisets à proprement parler, mais peu importe, superset, ça parle plus. Donc voilà, donc de faire des exercices, pour moi, en fait, le guide du superset, c'est quoi? C'est de faire des exercices, d'enchaîner des exercices qui ne vont pas s'impacter l'un l'autre et de prendre quand même un peu de récup entre l'un et l'autre. Typiquement, déjà, de ne plus être essoufflé avant de faire l'autre. Ça, je trouve que c'est un plutôt bon repère. Pas systématiquement, je vais en reparler un peu je vais poursuivre le guide du superset vite fait pour vous expliquer quand même les exceptions à ça. Mais globalement, de ne pas être trop impacté d'un point de vue de la respiration, c'est un plutôt bon critère, un plutôt bon repère. Et après, de choisir des exercices qui ne vont pas se fatiguer l'un l'autre. Typiquement, la flexion, extension de poignet pour faire des tractions, ça va être un enfer. Pour faire des dips, à la limite, ça pourrait être un peu mieux, même si ça reste du membre sup, ça va être fatigant. Moi, ce que j'ai tendance à faire en termes d'enchaînement d'exercices de musculation, d'exercices de compétition et un exercice de pré-abréable, eh ben, ça va être sur membre inf, membre sup.
En gros, je vais faire des dips et je vais faire des mouvements pour la hanche, des tractions, des mouvements pour le genou, du squat, des mouvements pour l'épaule ou pour le coude. Et ce que je vais faire ensuite, c'est qu'à l'issue, je vais prendre suffisamment de repos pour quand même en avoir récupéré, si l'exercice en question était plus ou moins intense, ou s'il me provoque une petite gêne. Parce que parfois sur le squat, typiquement les épaules et les coudes, ça peut être quand même un petit peu gênant. Donc je vais quand même attendre d'avoir bien récupéré un autre cet exercice-là avant de refaire une série de squats. Mais ce qui fait que finalement, j'ai eu beaucoup de temps entre mes deux séries de squats, donc la fatigue locale s'est bien dissipée au niveau des cuisses, au niveau du gainage. La fatigue cardiovasculaire, elle a totalement disparu. Et la fatigue générale, elle est pareil, assez bien atténuée. C'est celle qui est théoriquement le moins atténuée, puisque je continue de me fatiguer d'un point de vue général, on va dire, avec le dernier exercice que j'ai fait. Mais si je prends suffisamment de repos et que l'exercice il n'est pas trop global, pas trop épuisant, ça reste largement supportable. Et donc le seul truc que je dirais, tu vois, pour les temps de repos là que tu as dit par rapport aux assistances, moi je suis, pour une fois, tu vois, on est légèrement en désaccord. Moi, pour les bras, je prends des temps de repos d'enculé. Je pense que c'est là où je prends les plus gros temps de repos. Je prends des gros 10 minutes parce que les biceps, moi, je fais une série, j'ai les bras qui sont prêts à exploser. Et avant de pouvoir en refaire une, il faut vraiment que j'attende longtemps parce que je sens que ça me coûte énormément. Par contre, sur des mouvements de fente, etc., évidemment, c'est très fatigant, c'est pénible, je dirais. Mais souvent, en fait, on s'entraîne naturellement beaucoup plus loin de l'échec que ce dont on a l'impression. C'est-à-dire que souvent, moi, les gens que je coach, je vois sur des fentes, sur des exercices comme ça, la presse, ce genre de trucs, ils mettent des RPE 8, ils mettent des RPE 9, ils mettent des RPE 9,5, machin. Alors qu'en réalité, si tu es RPE 9,5, ça veut dire que tu n'as que 0,5 de marge. Ça veut dire que si je te rajoute 1 kg, tu es 10, théoriquement. On va dire. Enfin, en tout cas, en te rajoutant pas grand-chose, tu vas être à 10. Alors qu'en fait, tu peux rajouter plein de reps, tu peux rajouter plein de kilos. Et ça représente bien que tu as une marge qui est supérieure à ce que tu crois. Après, toi, tu as l'impression que tu es à 9,5 sur 10 de difficulté parce que tu en chies. Mais c'est parce que les gens, ils se représentent mal le RPE. C'est pas 9,5 sur 10 de difficulté, c'est 9,5, donc 0,5 sur 10 de marge. Sauf que tu as certainement plus de marge que ça. Donc bref, sur les fentes et sur ces exercices-là, souvent, il y a plus de marge que ce qu'on pense, même si la pénibilité est haute. Et du coup, on peut se permettre d'enchaîner un autre exercice avec et de le faire quand bien même on est encore essoufflé. Moi, je trouve que c'est un moyen de travailler un petit peu le cardio de manière détournée et d'avoir quand même une sollicitation musculaire assez importante parce que différente de ce qu'on va faire. Hein. Moi, j'aime bien me faire des grosses séries de 20 à la presse ou sur les fentes ou sur ces exos bas du corps. Donc des trucs vraiment éreintants sur l'aspect musculaire et cardiovasculaire, mais quand même de l'enchaîner après avec du Jefferson Curl. Donc pareil, mine de rien, sur le Jefferson Curl, on vient se tordre en deux, donc la respiration, c'est pas hyper pratique pour récupérer d'un point de vue du souffle. Mais les muscles engagés sont assez différents. Ça fait que la fatigue musculaire, elle n'est pas trop redondante et ça s'enchaîne bien. Bon, tu sens que tu as les cuisses qui tremblotent et tout, machin, mais c'est jouable. Donc moi, sur la mise en place, parfois, voilà, sur les petits trucs par-ci, par-là, ça peut différer un peu de ce que tu as décrit. Mais c'est pas grand-chose. Ouais. Ouais, globalement, toujours quand même plutôt d'accord. Oui, plutôt d'accord, quand même. Oui. Faut avoir. Oui. C'était quand même pour voilà, nuancer un petit peu. Ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. Après, les gens, ils vont dire que ils apportent pas de comment Non. dire, ils se challenge pas, je sais pas Ah oui, quoi. ah oui, d'accord. Ah non, mais d'ailleurs, On vous baise, on vous baise, vous m'entendez? ce On qui vous serait chie dessus. ce qui serait Le mec, marrant, justement, c'est de faire un podcast un jour sur un sujet qui nous oppose totalement. Ça serait vraiment très drôle et d'argumenter chacun et de vous laisser après juge de ce qui est dans le camp de la vérité ou non. Non, ouais, ça serait drôle, ça. ce serait pas mal ça. Ce serait Donc, excellent. ouais. Par exemple, est-ce que la pétanque, c'est mieux que la chasse sous-marine? Là, par exemple, on est pas mal. Ah oui, voilà. Là, par contre, ça poserait un petit souci, ouais. Et je pense que la question est vite répondue, d'ailleurs. Ah oui, jeune influenceur, ça c'est sûr. Je veux te dire, aller se geler les couilles sous l'eau par moins 10. Alors, justement, t'as pas du tout froid. Mais Justement, arrête tes conneries, arrête. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je te bien parle sûr. de pastis, je te parle de soleil, je te parle d'accent du sud. Moi, Qu'est-ce que tu me racontes? je te parle de compétences qui seront En bien chimique, t'as utiles, pas. qui seront bien utiles le Frappe-moi, je jour. t'empoisonne. Il me fume, Et ça. voilà, c'est parti en couille, c'est bon. Bah, en même temps, c'était Voilà, bien. c'est n'importe quoi, C'était mais la conclusion, là. voilà, on va finir comme ça. En tout cas, voilà, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez aussi rigolé.
Parce que c'est le but du podcast aussi, de vous faire passer des infos, mais que ça reste agréable et pas trop académique, on va dire, et trop tendu. Euh, Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire là si vous nous écoutez sur YouTube, sur les différentes plateformes aussi, lâcher une note si vous êtes sur Spotify. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, toujours sur YouTube. Et puis sinon, bah nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on sera avec un invité que vous connaissez maintenant. Pour ceux qui savent, il laisse un commentaire pour voir si c'est bien la bonne personne. S'ils ont trouvé. Exactement, voilà. Bon, à la semaine prochaine. Salut Victor, Ciao. ciao.